Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Assimi Goïta a réussi pour l'heure à mettre tout le monde, presque tout le monde, et même la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devant le fait accompli. Au sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale dimanche dernier à Accra, au Ghana, les chefs d'État ont entériné la nomination du colonel comme président du Mali. La CEDEAO a tout de même suspendu le Mali et exige le respect du calendrier de la transition qui prévoit notamment des élections en 2022. Cette décision contraste avec la position de l'organisation lors du premier coup d'État. C'était en août 2020 où le Mali avait été suspendu par l'organisation. Alors question, quelle analyse peut-on faire évidemment de cette décision de la CEDEAO? Deux invités pour nous aider donc à mieux comprendre. Un ici en plateau, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, écrivain, vous êtes donc un expert en communication politique. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Et le second, il est donc en ligne, c'est Monsieur Seydou Maïga. Monsieur Maïga, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Vous êtes, vous, le coordonnateur mondial adjoint de Niger Debout. Merci aussi d'accepter notre invitation. Un plaisir. Voilà, je parlais évidemment de la succession un peu des faits, en l'occurrence de comment Assimi Goïta s'est donc comporté. C'est justement à M. Maïga que j'adresse donc la première question. Vous avez suivi un peu, M. Maïga, le cours des événements après l'obtention, disons, de la démission de ces... des deux chefs de la transition. Je veux parler du président de la transition, également du Premier ministre. La Cour constitutionnelle a pris une décision pour nommer Goïta. Il a été donc invité au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Est-ce que c'est la stratégie du militaire qui fonctionne ou il a juste profité peut-être d'une situation selon vous? Non, moi je pense qu'il est en train de... D'abord, merci Sika TV pour débattre de ce sujet important pour l'Afrique en général et le Mali et la CEDEAO en particulier. Et d'abord, moi, je dirais que le colonel Assimi Goïta a corrigé une erreur qu'il a commise, parce que quand on prend le pouvoir pour restaurer la démocratie et qu'on le remet aux mains des civils qui ont eux-mêmes mis en difficulté cette démocratie, on ne peut pas faire ce qu'on est venu faire. Donc, je pense qu'il s'est rendu compte de son erreur, et la preuve, c'est que le président de la transition, Ban Dao, qui était censé être du côté du peuple malien, et devait tout simplement un supplétif de Macron, et puis il faisait le jeu de Paris. Donc, forcément, à un moment donné, Assimi Goïta a joué son rôle, parce que Ban Dao, étant assis sur le fauteuil présidentiel, a voulu vraiment aller très loin, parce qu'il a même voulu écarter les ténors de ce coup d'État, et ils ont réagi au bon moment. Donc moi, je trouve que il a fait ce qu'il fallait faire dès le départ. C'était quand on prend le pouvoir pour régler un problème, il faut le garder et régler le problème avant de remettre la démocratie en marche. Alors, vous parlez d'une erreur. De quelle erreur de la part de Goïta, selon vous? Parce qu'il a remis le pouvoir aux civils. Il a accepté les conditions de la CEDEAO, qui sont les conditions de Paris. C'est-à-dire la CEDEAO est une institution supplétive qui est un supplétif aussi de Paris, qui est des instruments comme le G5 Sahel, qui sont des instruments militaires, et c'est un instrument politique, la CEDEAO, et qui en fait met en œuvre juste la stratégie de l'impérialisme français. Parce qu'aujourd'hui, Macron, c'est une sorte de réincarnation de Napoléon Bonaparte. Vous savez que Napoléon Bonaparte est certes un grand homme, mais il a eu le malheur d'avoir restauré l'esclavage. Et Macron veut restaurer la France-Afrique. Donc c'est tout ça qui est en fait en train de se mettre en place. Et je pense qu'Assimi Goïta a compris cela, que la transition, de la même façon que la CEDEAO et la France ont accepté au Tchad qu'elle soit militaire, elle doit l'être aussi au Mali, parce qu'on ne peut pas accepter deux poids, deux mesures. Quand le général Mohamed Kaka a pris le pouvoir au Tchad, la France n'a pas voulu, mais elle a finalement accepté. Et pourquoi ne pas avoir fait la même chose au Mali?
D'accord. Lamine Cissé, Monsieur Maïga parle d'une erreur que Assimi Goïta, pour lui, dès le départ, il devrait donc s'opposer à cette, j'allais dire, conditions fixées par la CEDEAO. Je salue mon frère Maïga debout. Nous sommes tous debout. Hein. Alors, je voudrais rappeler les faits, parce que quand on rappelle les faits, on comprend que Assimi Goïta aussi a été surpris par les événements. C'est pas quelqu'un qui a préparé minutieusement un coup d'État. Ok, parce que le coup d'État, c'est le renversement de pouvoir par une personne investie par une autorité, d'une façon illégale. Alors, tout ce qui est le contraire de ce qu'on appelle la révolution. Au Mali, c'est une révolution qui s'est opérée. Et cette révolution-là, elle n'est pas liée à un seul facteur, elle est liée à des facteurs multidimensionnels, à la partition du Mali, à la gouvernance économique et politique, à la pauvreté, etc. Donc c'est une révolution mentale. Assimi n'a fait qu'accompagner cette révolution mentale. Si cette révolution mentale est issue de l'initiative populaire, il ne peut que conjuguer avec la société civile. C'est une obligation fondamentale pour lui, parce que déjà, lui, il n'était pas préparé à organiser un coup d'État. Si, par exemple, c'était un putsch, les militaires qui se sont organisés pour prendre les armes et renverser un président, déjà, ils avaient mis les bases solides pour dire, bon, on prend le pouvoir, on l'exerce, ou bien on prend le pouvoir, on crée une transition. Mais ils ont suivi la volonté populaire. C'est pourquoi il y a eu des tergiversations au départ. Mais quand il y a une tergiversation, il faut faire confiance à tout le monde. La CEDEAO est venue pour dire voilà le cap, etc. Ils ont suivi la CEDEAO. Mais maintenant, la réelle politique a demandé qu'on ne peut pas bouger tant qu'on ne change pas la dynamique en cours. Parce que cette dynamique, elle fausse déjà, n'est-ce pas, cette volonté populaire. Je crois que c'est à cela Assimi Goïta est confronté. Maintenant, moi, je m'interroge. Qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État, en réalité? C'est ça, la question fondamentale, le coup d'État, c'est quoi? Est-ce que la plupart des chefs d'État ne sont pas assis grâce à un coup d'État dans leur pays? Pseudo-démocratie, c'est-à-dire qu'un président qui instrumentalise les institutions de la République, qui détourne le suffrage du peuple et qui s'assoit au pouvoir, n'a-t-il pas fait un coup contre le peuple? Est-ce que le président-là, légal qu'il soit, est-il légitime? Il n'est pas légitime. Il faut qu'on voit les terminologies un peu, et on voit les faits, analysons les faits. Il y a trop de coups d'État démocratiques dans notre sous-région. Parce que ceux-là ont porté des armes. Si l'objectif est d'amener le peuple vers sa libération, moi je dis c'est une révolution, ce n'est pas un coup d'État. Alors ceux-là qui s'assoivent par la démocratie, qui s'assoivent dans nos États, qui s'accaparent des richesses, qui créent des clans, qui divisent les populations, qui font la dictature, qui appauvrissent la population et qui sont de connivence avec l'impérialisme international, c'est eux les véritables auteurs de coups d'État. C'est eux les véritables auteurs, n'est-ce pas, dont hold-up. Ceux-là, je crois que je préfère un militaire éclairé que ceux-là. Donc c'est ça, il faut voir la dimension du coup d'État, où est-ce qu'on le place. Parce que notre démocratie-là, elle est assassine, la démocratie qu'on est en train de faire en Afrique de l'Ouest. Parce que la CEDEAO, cette CEDEAO qui impose au Mali quoi que ce soit, cette CEDEAO a vu des pays qui ont tué des gens, qui ont bâillonné la démocratie, qui ont enfermé l'opposition, qui ont exilé les opposants. Ils ont entériné leur élection. N'est-il ça? Est-ce que ces actions-là ne sont... La CEDEAO n'est pas aussi acteur des coups d'État en Afrique de l'Ouest? C'est la question fondamentale que voilà. Et justement, au cours, disons, de la rencontre extraordinaire à laquelle Assimi Goïta, le colonel, a été donc convié, l'organisation semble donc être un peu mise devant le fait accompli. Elle a entériné de fait la nomination d'Assimi Goïta comme président du Mali, exigeait évidemment la nomination de premier ministre civil. La CEDEAO qui a donc décidé donc de suspendre le Mali. Nous allons donc faire un tour à la régie pour suivre évidemment un peu à travers cet élément le condensé, disons, de la rencontre qui s'est tenue dimanche dernier à Accra.
À l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu dimanche au Ghana sur la situation au Mali, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de suspendre le pays des institutions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et appellent à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile. Les participants au sommet d'Accra exigent la libération immédiate des anciens présidents et premiers ministres de transition arrêtés lundi et écartés du pouvoir avant que le colonel Assimi Goïta ne soit déclaré président vendredi. Les deux anciens dirigeants sont rentrés chez eux, mais sont assignés à résidence, dit la CEDEAO. L'institution a réaffirmé la nécessité que la transition ouverte après le premier coup d'État d'août 2020 est censée ramener les civils au pouvoir, soit limitée à 18 mois, et que des élections générales aient lieu comme prévu en février 2022. Cependant, elle reste silencieuse sur la désignation du colonel Goïta comme président. La CEDEAO ne réclame pas le rétablissement des ex-présidents et premiers ministres dans leurs fonctions. Après le putsch d'août 2020, elle avait exigé et obtenu la nomination d'un président et d'un premier ministre de transition civile. Le président français Emmanuel Macron a averti, dans un entretien au journal du dimanche, que Paris ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Voilà, le Mali suspendu des instances de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale. Monsieur Seydou Maïga, la CEDEAO qui a tout de même suspendu le Mali, mais reconnaît quand même de fait son président. Est-ce que vous arrivez à comprendre quelle est la lecture que vous faites de cette décision de l'organisation sous-régionale? Oui, merci. En fait, vous savez, la CEDEAO, c'est vraiment, tout à l'heure, je suis d'accord avec une partie de l'analyse de mon débatteur, M. Cissé. Vraiment, la CEDEAO, c'est un groupe, c'est une GIE, c'est un groupe d'intérêt économique, en fait, et politique même. C'est-à-dire que ce n'est pas une organisation sérieuse. Parce qu'ils ont forcé la main à Assimi Goïta la première fois pour nommer un président civil. Celui-là a failli pour des raisons diverses. Et maintenant, quand ils ont vu que la junte est déterminée à conserver ce qu'elle a acquis grâce au peuple, effectivement, c'est là où Cissé a bien expliqué que c'est une révolution que l'armée a accompagnée. Le peuple malien s'est levé, il s'est soulevé pour dire non à tout ce que IBK et certains chefs d'État font. Mais effectivement, quand on prend le cas de certains chefs d'État au Niger, et en Afrique de l'Ouest, comme le Niger par exemple, et j'ai cité d'autres, mais c'est le coup d'État constitutionnel qu'ils ont opéré. Et que la CEDEAO, malgré le fait que depuis décembre 2001, ils ont signé ce qu'ils appellent le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, malgré cela, ils accompagnent des chefs d'État, soi-disant, qui opèrent des coups d'État et qu'ils acceptent de recevoir dans leur club. Donc, je trouve que vraiment, elle a perdu en crédibilité. Parce que quand on regarde le protocole, qu'est-ce qu'il dit au niveau de la CEDEAO? Regardez, il dit que tout simplement, il y a le principe de la séparation des pouvoirs, le respect du droit du Parlement et des membres de ce Parlement, l'indépendance de la justice et les droits de la défense reconnus aux avocats, la transparence des élections et le bannissement de tout mode anticonstitutionnel d'accession au pouvoir. Alors, moi, j'aimerais bien demander, mais quand on prend le cas du Niger, est-ce que Bazoum a accédé de façon constitutionnelle? Bazoum n'a même pas le droit d'être candidat aux élections présidentielles. La Cour constitutionnelle a validé quand même son dossier, on l'a vu porté par... Non, il n'a même pas... Je vous dis, on l'a mis au défi au Niger de présenter un acte de naissance ou une nationalité vraiment non falsifiée. Impossible de le faire. Mais comme Cissé l'a dit tout à l'heure, quand on a l'appareil d'État dans la main, on a inféodé la justice, on a inféodé l'armée, la CENI, qui a été nommée de façon unilatérale. Qui peut dire le contraire de quoi que ce soit? Et pourtant, ce protocole de la CEDEAO exige que l'opposition politique soit effective. Dans tous ces pays d'Afrique, de l'Ouest notamment, l'opposition n'est pas effective. La liberté d'expression n'est pas effective. Et ils veulent même avoir un statut particulier des anciens chefs d'État. Parce que les anciens chefs d'État, c'est les chefs des mafias. Quand, par exemple, vous prenez le cas du Niger, toujours que je maîtrise bien, un ancien chef d'État qui veut revenir plus tard ou bien qui veut faire revenir son fils, il met quelqu'un en place
Et derrière, il tire les ficelles. Et comme il a un statut que la CEDEAO lui accorde, il fera ce qu'il veut. Mais le peuple, il est où dans tout ça? Pourquoi est-ce que la CEDEAO, c'est une CEDEAO des chefs d'État, pas des peuples? C'est un problème, ça. Et quand on voit les déclarations de Macron ces derniers jours, il menace le Mali, il menace la CEDEAO. L'année dernière, si vous vous rappelez, avant de convoquer le sommet de Pau, il a menacé les pays membres du G5 Sahel, n'est-ce pas? Avant que d'autres, de façon fantaisiste, ne viennent dire que nous avons besoin de plus de Barkhane, notamment Issou Mohamed. Vous voyez donc, Macron, il prend de l'aisance à menacer les chefs d'État africains, qui sont des chefs d'État, soi-disant, des pays souverains et indépendants. Mais malgré cela, Macron s'accorde la liberté de les menacer parce qu'il sait que s'il ne donne pas son option, ils vont dégager à un moment ou à un autre. C'est pour ça que moi, je salue la junte militaire malienne et je l'encourage à aller dans les jurons de l'URSS. Je l'encourage à quitter la coupe française parce que vraiment, la France a eu l'occasion de libérer le peuple africain, de donner un élan démocratique au peuple africain, à la jeunesse africaine. Regardez ce qui s'est passé récemment. Il y avait un sommet France-Afrique qui était prévu pour juillet prochain, là, 2021, à Montpellier, en France, là où c'était vraiment la société civile africaine et la diaspora qui étaient les invités d'honneur. Ils l'ont décalé parce qu'ils ont vu qu'il y a des problèmes en Afrique et que le sentiment anti-français est en train de grandir. Mais par contre, ils ont rapidement convoqué un sommet entre la France et certains chefs d'État pour donner des ordres. Donc Macron est certainement, comme disent certains chroniqueurs politiques, est en train de vouloir financer sa campagne avec ces chefs d'État qui sont des prébandiers. Ce ne sont pas des gens qui travaillent pour les peuples africains. Ils travaillent pour eux, pour leur clan et pour Macron. Alors, est-ce que la décision, je posais la question de la CEDEAO, est-ce que vous la comprenez? Elle reconnaît la nomination, mais sanctionne pourtant. Oui, parce que en fait, c'est pour que les gens ne disent pas qu'ils n'ont rien fait. Parce que la junte n'a pas fléchi sur le fait que Goïta veut rester président. Donc, au moins, ils lui ont concédé cela. Et après, eux aussi, ils disent, bon, on sanctionne par le principe, mais il n'y a aucune sanction effective en vérité. Parce que si vous vous rappelez, la dernière fois, en août, quand ils ont fait les sanctions, c'était des fermetures de frontières, des blocages au niveau de la Bissau, tout ça. C'était très sérieux comme sanctions. Mais là, les sanctions sont légères et de principe, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas réagir. Parce que Macron, vous avez vu ce qu'il a dit. Il dit que si la CEDEAO, si le Mali plonge vers l'islamisme, mais quel islamisme? Mais quel islamisme? Le Mali n'est pas en train de plonger vers l'islamisme. Le Mali est en train de prendre son destin en main. Et Macron menace. Et c'est cette menace-là qui a été suivie par les chefs d'État de la CEDEAO. Je sais que le président ghanéen est un peu plus libre par rapport à ça, mais malgré cela, c'est le nombre qui compte. Comme c'est plusieurs chefs d'État, donc ils vont se décider de façon collégiale. Et c'est le plus grand nombre, et le plus grand nombre, c'est des pays francophones, sous coupe française et sous ordre direct de l'Élysée. D'accord. Lamine Cissé, on va revenir à votre réaction. Bon, moi je crois que c'est vrai, le Niger, j'ai entendu le président Bazoum dire que ce sont les autorités illégales qui sont au Mali. Ça m'a fait sourire, hein. Ça m'a fait sourire. Je crois qu'on peut nous épargner, nous, de ces mots-là. Parce que je souhaiterais voir au Niger qu'on libère les opposants qui sont en prison déjà. Lui, il est venu, il y a plein de personnes à qui on ne reproche rien du tout, qui sont en prison jusqu'à présent. Il devait travailler à unir son opposition et la mouvance pour le Niger. Il devait travailler à amener la paix au Niger. Je crois que c'est ça, sont ses priorités sur lesquelles il doit travailler. Il doit donner le modèle de ce qu'il reproche aux autres. Alors, si lui, il a été légalement élu, bon, légitimement, c'est des questions qui se posent. Il y a un compatriote nigérien qui est en train de dire autre chose par rapport à cela. Ce n'est pas cela dont nous avons besoin. Macron ne va pas quitter le Mali. Pourquoi? Le Mali, pardon, je dis Mali. Tu penses que la France est au Mali parce qu'il veut aider le Mali? Non, non. C'est ça qu'il faut enlever dans la tête des gens.
La France n'est pas dans cette géopolitique parce que tout simplement, la France, elle est bonne, elle aime les Africains. Non, c'est pas vrai. Elle dira qu'elle lutte contre le djihadisme. Il rappelait tout à l'heure le sommet de Pau. On a vu vraiment il y a un an, obligé pratiquement ces chefs d'État à dire oui, c'est nous qui exigeons que la France puisse donc rester dans le G5 Sahel pour lutter contre le djihadisme. La France officiellement dit que nous sommes aux côtés. Ces discours-là ne passent pas. Ces discours passés vers les années 60-70. Mais ça ne passe plus. La France de Sarkozy est allée tuer un président qui instaure la démocratie libyenne en Libye, Kadhafi. Et il sait que Kadhafi, mais si Kadhafi était là, tu penses qu'il y aura la désintégration dans ces pays-là. Kadhafi était le tampon qui empêchait tout cela. Mais ils ont enlevé ces verrous-là et la désintégration s'est faite. Et ils sont allés s'asseoir, les armes sont... Mais c'est les conséquences de l'assassinat de Kadhafi que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc la France est au premier degré responsable de ce qui se passe dans le Sahel. Mais ce n'est pas ça, parce que vous savez, le système impérialisme, le système qui nous gouverne depuis 1884, ce système-là, c'est créer des camps de confrontation entre nous pour venir régner. Alors, ils ont fait ça. Là où nous sommes unis, ils créent des révolutions, ils créent des subterfuges. C'est la France qui a voulu diviser le Nigeria. Il ne faut pas l'oublier. La guerre du Biafra, c'est la France qui a soutenu cela. Pourquoi? Pourquoi veut-il désintégrer le Nigeria? Pourquoi? C'est la France qui a tué Sankara. Pourquoi? Ok? On dira Blaise Compaoré, évidemment. Non, mais on sait que c'est la France. On sait que c'est la France. Les enquêtes n'ont pas conclu. Nous savons, non, c'est la France. Ils ont déclassifié, non? C'est la France, nous savons. Parce qu'en fait, les poursuivis, c'est Blaise. C'est pourquoi je dis la France va menacer, mais elle ne va pas quitter le Sahel. L'intérêt qui est au Sahel, la géopolitique, géostratégie, là, il ne va jamais quitter. Quand il quitte, il verra d'autres puissances qui vont le remplacer tout de suite et qui vont mieux faire que lui. Il le sait. Voilà. Le combat du partage de l'Afrique est en cours jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est d'une façon scientifique et technique. Mais le combat du partage de l'Afrique est en cours. Maintenant, oui, la décision de la CEDEAO, moi, j'ai salué cela parce que la CEDEAO a fait encore une fois preuve de pragmatisme. Pragmatisme parce que, vous savez, la CEDEAO, j'ai dit, la CEDEAO va redoser maintenant son blason, d'autant plus que la CEDEAO est décriée par le peuple. Les 98% du peuple de l'Afrique de l'Ouest ne se reconnaît pas dans cette CEDEAO. Je suis un acteur de la société civile. Je travaille avec les CEDEAO pendant plus de 20 ans. Toutes les institutions de la CEDEAO, je travaille avec eux d'une façon très approfondie. Mais en les étudiants, on sait qu'ils ne sont pas là pour les populations. On parle plutôt d'une organisation de chefs d'État, d'un syndicat. Mais non, pourquoi on le dit? Vous savez pourquoi? Le mécanisme de fonctionnement de la CEDEAO même n'est pas libre. C'est un mécanisme qui est contrôlé par... C'est la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui décide. Les institutions ne font que suivre la conférence des... Alors maintenant, vous voyez la Cour de justice de la CEDEAO, qui est un instrument, qui est une institution indépendante. Sa décision, quels sont les pays qui appliquent sa décision? Quels sont les pays? On vient de décider pour que le Sénégal élimine le parrainage, qui viole les droits des populations. Je vais voir où est-ce que ça va venir. Les ministres sont sortis pour dire oui, la CEDEAO, nous sommes souverains, etc. Mais ça dit qu'ils sont souverains, ces néocolonialistes-là, ils sont souverains que quand l'intérêt du peuple, on va aller vers l'intérêt du peuple. Ils sont pas souverains que quand c'est leur intérêt à eux. Ils sont là pour qui? Quand on enlève le parrainage au Sénégal, on n'enlève pas. Ça arrange qui? C'est le peuple. Pourquoi eux, ils crient à cela? Ce qui veut dire qu'ils sont là pour la prébande. Ils sont là pour faire la politique de l'extérieur. Ils ne sont pas là pour faire la politique du peuple. C'est ça qui est le problème. Donc, le Malien est en déphasage avec ces gens-là. Et les peuples africains sont en déphasage avec ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Vous parlez de pragmatisme de la CEDEAO, comment? Sur la décision qui a été rendue? Non, parce que tout simplement, la CEDEAO sait que, en voulant dire à Assimi Goïta de quitter le fauteuil, il ne va pas quitter, le peuple malien va se révolter. Il le sait. Ce n'est pas du pragmatisme. Parce que Assimi Goïta, quand il est venu, il a dit que la charte a été violée.
par le président et le vice-président. Et cela est constaté. C'est un fait constaté. Et c'est suite à cela qu'il les a dégommés parce qu'ils ont violé. Mais lui, quel est son agenda? Il dit qu'il veut respecter la charte. OK? L'évolution de la charte. Mais la CEDEAO, normalement, devait accompagner cela. Parce qu'actuellement, l'objectif visé, c'est d'avoir un gouvernement, un président légal et légitime. Pour moi, Assimi Goïta est légitime. Il n'est pas peut-être certes légal, mais il est dans la légitimité. Mais on peut dire même qu'il est légal parce que c'est la Cour constitutionnelle qui l'a installé. C'était un instance autonome du Mali, la Cour constitutionnelle qui l'a installé. Comme nos différents chefs d'État qui ont opéré des coups d'État constitutionnels et institutionnels ont été installés par la Cour constitutionnelle de leur pays. On estime qu'ils sont légaux. Pour moi, Assimi Goïta est légal parce qu'il a été installé par la Cour constitutionnelle pour la transition. Donc pour cette transition-là, normalement les chefs d'État devaient l'accompagner. C'est ce qu'ils ont fait parce que le débat précédent, j'avais dit que la CEDEAO n'a le rôle que d'accompagner Assimi Goïta pour qu'il atteigne les objectifs. Seydou Maïga, au-delà de la CEDEAO, on vient de l'apprendre, l'Union africaine aussi vient de suspendre tout de même aussi le Mali, disons, de cette organisation, au nombre aussi des décisions, des résolutions prises par l'organisation sous-régionale dimanche dernier. La CEDEAO exige la nomination, disons, de civils à la tête, disons, comme Premier ministre. Est-ce que visiblement aussi, sur ce point, l'organisation vient un peu en retard? Parce qu'on voit, on avait déjà vu Assimi entamer aussi des négociations avec le MCQ. Visiblement, ce sera Choguel Maïga qui serait donc désigné comme Premier ministre. Oui, effectivement, la CEDEAO a fait ça, c'est pour sauver la face, et sa face, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont accepté que Assimi Goïta siège à la présidence. Et là, ils vont lui dire, ils exigent que le Premier ministre soit civil, ce qui est évident, parce que dans tous les cas, Assimi Goïta ne peut pas être président et mettre un Premier ministre militaire. Ça, c'est impensable. Et d'ailleurs, avant même qu'il aille à Accra, Choguel Maïga était déjà pressenti. Et la preuve, c'est que c'est même lui qui a été désigné. Donc, et d'ailleurs, on entend que la France est contre Choguel Maïga. Il y a des bruits qui courent pour dire que la France est en train de vouloir le faire changer d'avis. Je suis de l'avis de M. Cissé quand il dit que Assimi Goïta est légal et légitime parce que si on prend le cas de tous les chefs d'État qui, aujourd'hui, se disent présidents, ils ont été validés par la Cour constitutionnelle qu'ils ont infondée. Et c'est ridicule, comme je disais tout à l'heure, que M. Bazoum Mohamed, le régent du Niger, qui vient critiquer le Mali, parler d'illégalité, mais vous savez, ce qui est dommage, il y a des individus qui n'ont même pas d'humilité. C'est manquer d'humilité quand on est Bazoum Mohamed que de venir parler et critiquer le Mali. Critiquer le peuple du Mali qui a fait un effort conséquent pour se libérer. Parce que jusque-là, le Niger n'a pas pu se libérer. Le peuple nigérien n'a pas pu se libérer. Le peuple malien a fait cet effort à travers des manifestations qui ont duré plus de 6 mois et des manifestations pacifiques. Au Niger, depuis plus d'1 an et demi, il est impossible de manifester. Et pourtant, le protocole dont je parlais tout à l'heure, qui est une sorte de constitution sous-régionale, il consacre les droits tous ces droits fondamentaux. Mais quand ils sont violés par les membres de cette CEDEAO-là, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les syndicats des chefs d'État, là ça passe. Mais on ne cherche pas à libérer les opposants. On ne cherche pas à libérer les milliers ou les centaines d'acteurs de la société civile qui sont en prison. On ne cherche pas à libérer la parole pour que la liberté d'expression soit effective. Tout ce qui compte, c'est que ces personnes soient là et qu'elles répondent aux injections de Paris. Quand le Tchad a eu le problème avec le décès, la disparition du maréchal Déby, où était la CEMAC? Il n'a pas été suspendu. Est-ce que vous avez entendu des réunions de ce genre se passer de l'autre côté de l'Afrique quand le Tchad a eu ce problème-là? Et pourtant, ces États sont aussi des États des anciennes colonies françaises qui sont comme le Mali, le Niger et les autres qui sont de la CEDEAO, des États sous coupe réglée de Paris. Et pourtant, comme c'est Paris qui a donné son onction à N'Djamena, ça n'a pas fait grand bruit.
Donc cette décision d'accepter un premier ministre civil, c'est juste une façon pour la CEDEAO de sauver la face. Elle l'a déjà perdu, à mon avis, parce que le peuple africain ont désespéré, ont perdu tout espoir. Ils savent que ce n'est pas la CEDEAO qui va les libérer. Alors, vous avez dit tout à l'heure que, M. Maïga, la CEDEAO n'avait donc peut-être plus le choix que de reconnaître, que d'entériner la nomination d'Assimi Goïta. Et pourtant, il n'a pas été quand même invité aux discussions à huis clos, même si on l'a quand même invité. Est-ce que comment vous percevez, vous analysez, disons, cette exclusion, en tout cas, au niveau du huis clos? Oui, vous savez, moi, j'ai dit ces chefs d'État-là, en dehors de quelques-uns comme ceux du Ghana, où vraiment la démocratie a une certaine marche plus ou moins acceptable, c'est ce qui est des guignols, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, cette émission des guignols que Canal Plus de Bolloré avait l'habitude de faire, c'est ça. Parce que, en fait, pour pouvoir accéder à cette chambre-là des chefs d'État, eux, ils voulaient d'abord donner leur onction à Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta a déjà l'onction du peuple malien. La Cour constitutionnelle malienne déjà l'a validé. Donc même s'ils ne l'ont pas accepté, il allait rentrer à Bamako en tant que chef d'État malien et il allait faire ce qu'il voulait. Donc eux, ils voulaient montrer qu'ils l'ont mis à l'écart parce que c'est une discussion entre chefs d'État, légitime et légal et légaux, n'est-ce pas, pour un peu le ridiculiser ou bien lui montrer qu'il n'est pas encore... il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Mais quand ils ont compris les menaces qui planent sur même la présence du Mali dans la CEDEAO, parce que moi, j'étais sûr que si les sanctions avaient été très dures envers le Mali allait quitter la CEDEAO. Je suis convaincu. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches qui se font vers d'autres pays, n'est-ce pas, de l'Afrique, de l'Europe de l'Est. Donc, les choses... Moi, je pense que la géopolitique africaine va changer. La France a une occasion historique de se rattraper. Il faut que Macron cesse d'instrumentaliser ses chefs d'État, d'instrumentaliser ces organisations sous-régionales pour imposer ses points de vue à l'Afrique. Il a l'occasion de revenir, parce que si vous vous rappelez, en 2017, l'Afrique tout entière était sous le charme de Macron, parce qu'ils ont trouvé un jeune président qui va naturellement faire une rupture de la France-Afrique. Parce qu'il n'a pas connu les Foccart et autres. Pour nous, pour la jeunesse africaine, on a un nouveau président et c'est un nouveau départ entre les rapports Afrique et France et Afrique. Malheureusement, il a fait l'erreur, lui aussi, Macron, d'embaucher M. Jean-Yves Le Drian, et qui est toujours en place. C'est l'un des seuls ministres qui n'a pas bougé depuis l'ancien président. Vous voyez? Donc, du coup, il s'est remis dans cette France-Afrique avec beaucoup plus de force, avec plus d'influence. Regardez ce qui s'est passé en février, pardon. Entre les deux tours d'une élection présidentielle au Niger, un des candidats qui passait au deuxième tour est parti à Paris pour avoir la bénédiction de Macron. Mais où est-ce que nous sommes? Macron pense que nous, jeunesse africaine, nous, jeunesse panafricaine, nous sommes capables d'accepter cela pendant combien de temps? Vous faites allusion à quel candidat? C'est Bazoum Mohamed. C'est Bazoum Mohamed qui a été conduit par Issouf Mohamed pour aller à Paris pour avoir la bénédiction de Macron. Vous vous rendez compte? Un jeune enfant de 42, 43 ans qui manipulent des vieillards de 70 ans. Parce qu'ils sont africains, ils sont des bons nègres, c'est tout. On ne peut pas être des ingénieurs, des chefs d'État. Pendant 10 ans, Issouf a été président, soi-disant, du Niger, mais il s'est manipulé comme un larbin, comme un enfant, comme, je ne sais pas, un nègre de service par Macron qui avait 40 ans à peine quand il a accédé au pouvoir. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est ça dont nous avons besoin pour la vie de l'Afrique? La jeunesse africaine est une jeunesse décomplexée. Nous sommes décomplexés. On ne peut pas accepter ce que fait Macron aujourd'hui, ce que fait la CEDEAO. D'accord, Monsieur Maïga, d'accord. On reviendra d'un instant à l'autre vers vous. La Mississé, sur le huis clos qui a quand même lieu, vous avez dit, même si la CEDEAO n'avait pas le choix que d'accompagner, Goïta n'a pas été convié à la rencontre au cercle fermé des chefs d'État. Est-ce qu'il est toujours reconnu comme chef d'État de fait à travers même cette action?
Oui, mais je crois que c'était le Mali qui était mis sur le banc des accusés. Il est quand même normal de ne pas discuter sur lui en présence de l'autorité. L'autorité lui-même. C'est tout à fait normal qu'on lui dise, bon, laisse-nous, on va parler, se voir d'abord pour décider de ton sort. Je crois que c'est tout à fait normal. Mais c'est aussi pour sauver la face, pour montrer à la face du monde que la CEDEAO est une organisation sérieuse, qui n'accepte pas qu'on vienne au pouvoir autrement que par la démocratie, alors que cette démocratie même n'existe pas. Parce que il a rappelé le protocole sur le mécanisme de prévention, de résolution, de résolution des conflits, de maintien de la paix. Alors, le protocole de la démocratie est additionnel à ce protocole-là. OK? Donc, c'est pourquoi nous avons le droit de parler de la démocratie en Afrique de l'Ouest, puisque n'est-ce pas, c'est l'engagement des chefs d'État. L'engagement officiel des chefs d'État à instaurer la démocratie. Étant citoyen de la communauté CEDEAO, nous avons le droit de regard sur tous les pays pour savoir ce qui se passe. Donc ce que nous faisons ici est non seulement conforme à l'esprit panafricain, mais c'est conforme au texte de la CEDEAO. Mais nous avons constaté que ces protocoles-là ne sont pas respectés. C'est pourquoi la CEDEAO n'est que le reflet des chefs d'État qui la composent. Le reflet. Les dysfonctionnements qui se trouvent au niveau des États, ce sont ces dysfonctionnements-là qui se réunissent au niveau de la CEDEAO. C'est pourquoi le mécanisme de fonctionnement de la CEDEAO doit être revu pour que la CEDEAO soit une CEDEAO efficace et une CEDEAO des peuples. C'est de là où on doit venir. Donc c'est pourquoi moi je dis, quand je regarde nos différents chefs d'État qui s'assoient, qui disent, bon, le Mali, etc., et je vous assure que ce qui va les attendre, ce qui s'est passé au Mali, là, c'est ce qui va se passer dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Hein. Parce qu'en fait, la révolution mentale est en cours. On ne peut pas admettre les chefs d'État qui tuent des populations, qui changent les constitutions sans consensus, qui emprisonnent l'opposition, qui bâillonnent la presse. Et que ces chefs d'État disent qu'ils sont démocrates. Ils sont des démocraties. C'est pourquoi je ne suis pas en train d'attaquer Macron. Hein. Moi, je dis sur le plateau là, ici, que moi, je n'ai rien à faire avec Macron et la France. Ce sont des chefs d'État. Nous n'avons que des néocoloniaux. La plupart de nos chefs d'État là, ce sont des néocolonialistes. Ils ne sont là que pour l'intérêt de l'impérialisme international. Sinon, ils vous diront que nous n'avons pas les moyens. C'est un système qui est mis en place. On a vu le sort réservé à Sankara, à Sékou Touré, à Blaise Compaoré, à Gbagbo, à tous ceux qui veulent quand même tenter de s'émanciper. D'accord. La Mauritanie n'a pas les moyens. Même la Gambie a sa monnaie, sa propre monnaie. La Gambie qui est dans le Sénégal, à l'intérieur du Sénégal, il fait mieux vivre en Gambie que de vivre au Sénégal. Il fait mieux vivre en Mauritanie que de vivre au Sénégal. OK? L'Algérie, le Maroc. Mais les pays avancent. Regarde les pays anglophones. Ils sont en train d'avancer. Ce n'est pas ça. Nous sommes contrôlés par un système. Et nous avons des néocolonialistes. On n'a pas les moyens. Regarde dans ces pays-là, regorge. Regarde la Guinée de Sékou Touré. Regorge de richesses. La Guinée, le château d'eau d'Afrique. Pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. La Guinée est dans cet état-là. On n'a pas les moyens. Non, on a des ressources humaines pauvres. On a des ressources humaines qui ne sont pas des patriotes, qui n'aiment pas leur pays. Et qui obéissent, n'est-ce pas, aux multinationales. Nous sommes pauvres, on n'a rien. La RDC, plus de 2 400 000 km, avec toute la richesse qu'on a, la RDC est traînée par les multinationales. Et le peuple est pauvre. C'est parce qu'on n'a pas de véritables dirigeants. Nous n'avons pas des Africains patriotes qui dirigent le pays. Mais tout le monde le sait. L'Afrique est une vache laitière. C'est ce que j'ai dit, ça enrichit les autres. Et nous nous appauvrissons. Ils viennent nous dire, oui, on vous apporte l'aide et le développement. Quel développement? C'est nous qui leur donnons ce qui le développent. Toutes les matières premières, 60% des terres arables cultivables sont en Afrique. 65% de la jeunesse africaine. Quand même, on a toutes les compétences raffinées dans tous les domaines. Nous sommes pauvres en dirigeants. On n'a pas de dirigeants patriotes. Vous savez, c'est cette révolution qui est en train de s'opérer. Et pourtant, ce sont quand même ces mêmes peuples qui élisent ces dirigeants dont vous parlez. On dit,
chaque peuple mérite son dirigeant. Ah bon, donc ici au Bénin, c'est le peuple qui a élu le président Talon. Au Sénégal, c'est le peuple qui a dirigé le président Macky Sall. Au Niger, c'est le peuple qui a élu le président Niger. Non mais attendez, c'est ce que nous sommes en train de dire. Je dis, le bâillonnement de la démocratie n'est pas une démocratie, c'est une dictature. On ne peut pas dans un pays, la grande majorité de l'opposition, on l'exclut de l'élection présidentielle. On instrumentalise les institutions qui organisent les élections. Et on s'autoproclame président, on dit qu'on est en démocratie. Et on dit c'est le peuple qui m'a élu. Je crois qu'Assimi Goïta est mieux que ces présidents-là. Le président Assimi Goïta, il est mieux que ces présidents-là parce que lui, au moins, il est dans la dynamique de la révolution mentale populaire. C'est ça la vérité. Oui, est-ce qu'il ne risque pas de vous décevoir, Lamine Cissé? Parce qu'on a vu également cette révolution que tentait de mener le président bissau-guinéen Embalo Sissoko à son arrivée avec la bataille sur les 2 mandats. Mais il semble quand même aujourd'hui rangé. On le voit d'ailleurs régulièrement d'ailleurs à l'investiture d'Alassane Ouattara qui tentait donc de combattre il y a quelque temps. Et il se parle maintenant. Est-ce que ça n'est pas forcément les débuts? Quand vous entrez dans le cercle, vous êtes discipliné, voilà. Non, c'est-à-dire que quand il faut pas, ne parlons pas le cas de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est un pays martyr. La Guinée-Bissau a mené une guerre de libération nationale. Il a acquis son indépendance de haute lutte avec Amical Cabral. Donc les armes ont tonné pendant des décennies en Guinée-Bissau. Donc ils sont dans un processus de démocratisation. Même la CEDEAO, les militaires, les experts sont là-bas jusqu'à présent. Ok? La CEDEAO a joué un grand rôle à permettre même à Mbalo d'accéder au pouvoir en Guinée-Bissau. Évidemment, avec Boari. Alors, donc, c'est des contextes qui sont différents. Mbalo, évidemment, il a au départ un discours révolutionnaire. Mais il faut que le peuple guinéen-bissau est un peuple révolutionnaire par essence. Par essence. Mais les dirigeants qui étaient là, c'était des dirigeants militaires. Il y avait de connivence avec le MFDC de la Casamance, tu sais, la rébellion en Casamance. C'était le président qui était là. Et puis, Yaya Jammeh de la Gambie. Il faut les extirper, n'est-ce pas, du pays pour créer une stabilité. Donc, Guinée-Bissau, Sénégal, Gambie, il y a un semblant d'accalmie parce qu'on a extirpé les présidents qui créent des troubles dans ce pays-là. Bon, Mbalo, je crois qu'il est dans une diplomatie, pour le moment, une diplomatie préventive, parce que son pays n'est pas totalement en paix. La paix n'est pas tellement installée. Donc, lui, vraiment, je lui concède le bénéfice du doute, d'autant plus que je l'ai une fois attaqué sur le plateau pour avoir félicité le président nigérien alors que nous sommes entre 2 tours. La Cour constitutionnelle n'a pas encore donné les résultats finaux. Alors là, j'ai dit, quand même, ce qu'il a fait n'est pas normal. Ni Alassane Ouattara, ce qu'il avait fait, c'est pas normal. Maintenant, hormis ces 2 chefs d'État-là, ce que nous constatons est que, bon, Mbalo a dit qu'il a gagné les élections. Je voudrais que la Guinée-Bissau soit un endroit paisible, quoi, de paix. Parce qu'il faut les accompagner pour que la démocratie s'installe. Ça, c'est d'accord. Voilà. Voilà. En tout cas, pour le moment, le colonel Assimi Goïta, lui, est rentré donc au Mali, accueilli d'ailleurs par les populations. On l'a vu également changer pratiquement de style. Je vais vous laisser notamment réagir sur ce style désormais. La barbe totalement rasée, vous le verrez dans ces images. Costume désormais, est-ce que c'est le civil, j'allais dire militaire, qui s'installe? Un tour à la régie et puis on revient. Désormais à la tête du Mali, l'ancien commandant de bataillon des forces spéciales, Assimi Goïta, est revenu du Ghana où les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis dimanche dernier pour un sommet extraordinaire, exclusivement consacré au Mali. Il devait trancher l'épineuse question de la réponse à apporter au 2e coup de force mené en 9 mois par le colonel Goïta et les colonels putschistes d'août 2020. Lors de ce sommet, les chefs d'État ouest-africains ont décidé de suspendre le Mali de leur organisation sous-régionale commune après le double coup d'État qu'ils ont condamné tout en se gardant d'autres sanctions. Ils réclament la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre issu de la société civile. Les dirigeants africains exigent aussi la libération immédiate des anciens présidents et premiers ministres de transition arrêtés et écartés du pouvoir avant que le colonel Assimi Goïta ne soit déclaré président. Les 2 anciens dirigeants sont rentrés chez eux, mais sont assignés à résidence.
a affirmé la CEDEAO. Seydou Maïga, vous avez vu ce retour d'Assimi Goïta au Mali, accueilli d'ailleurs par les populations, pratiquement aussi célébré. D'abord sur ce style, comment vous l'appréciez? Les Babs ont désormais disparu, pas de tenue militaire en tout cas pour ce retour. On l'avait déjà vu aussi pratiquement au Ghana. Et puis visiblement, j'allais dire, la garde rapprochée aussi qui semble arborer désormais, j'allais dire, les attributs de chef d'État. Oui, moi je crains, moi j'ai pas apprécié ce changement de look. Je crains pour lui, je crains qu'il n'ait été piégé par le clan, la clique de la CEDEAO, parce que vous savez, on va dire, bon maintenant, tu es chef d'État, tu es reconnu, mais change ton style, il faut un peu nous ressembler. Je pense qu'il aurait dû garder sa barbe, peut-être aller en tenue civile, parce que bon, il quitte son pays, il va dans un autre pays, et puis dans un cadre beaucoup plus civil. Mais apparaître comme ça, en changeant de look, en changeant d'habillement avec tout ce qu'on a vu comme habillement depuis le départ, je trouve ça un peu, moi, personnellement, ça me déçoit un peu. D'accord. La Mississé, oui. Non, je crois que c'est pas d'ailleurs ce qui est important. Hein. Ce qui est important, c'est le fait de sortir, d'enlever la tenue militaire ne fait pas qu'il soit civil. Bon, évidemment, on l'a vu à l'entrée, on ne sait pas si à la longue, ce sera le style qu'il va adopter. Voilà. Il est encore militaire, et il demeurera militaire. Le problème est que c'est l'esprit militaire. Vous savez, l'esprit militaire, ce que ça incarne, c'est le patriotisme, la discipline. Dans beaucoup de nos États, surtout révolutionnaires, au Bénin ici, même quand Yaïbouni est venu, les étudiants, on leur faisait faire le service militaire. C'est pour inculquer en eux le patriotisme et le civisme et la discipline. Donc pour moi, le militaire, c'est quelqu'un qui doit être un patriote qui est prêt à mourir pour son pays, etc. Ok? Donc on peut trouver l'esprit militaire même parmi les civils qui n'ont jamais été militaires. Il y en a plein. Il y a plein de patriotes civils. Maintenant, le problème est que le fait qu'il change de look, peut-être qu'il a été très mal conseillé. Parce que moi, je souhaiterais qu'il reste là où il est. Mais cela n'enlève à rien de respecter la charte. Puisque c'est ce qu'il s'est engagé pour respecter la charte. Voilà. Et s'il est adulé, s'il est même adulé par ce peuple-là, c'est parce qu'il veut respecter. D'ailleurs, le fait d'inviter le M5 là, le fait de l'inviter là, et de choisir un premier ministre parmi eux, le M5 est allé voir Imam Diko hier. Ils vont organiser un grand meeting géant pour vraiment célébrer l'anniversaire de le mouvement. Et c'est pourquoi j'ai dit, la population malienne a opéré une révolution mentale. Et Assimi aussi semble dire que je suis en phase avec cette révolution mentale. Si cette révolution mentale du peuple malien est en cohérence avec la révolution mentale de Assimi, donc il y a une cohérence dans la démarche et dans les objectifs à atteindre. Alors j'allais dire, est-ce que c'est Assimi, on n'attend pas qu'il soit élu parce qu'il ne va pas être candidat, de toutes les façons. Alors est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire pour lui, adulé par son peuple? Il quitte une rencontre, on a dit, on te suspend, on suspend le Mali pour le moment, vous devez respecter la charte. Est-ce que, disons, pour les quelques mois qui sont encore devant lui, il doit pouvoir, j'allais dire, aller jusqu'au bout et tenir les élections pour 2022? Oui, Assimi, tu sais, il a les pieds sur terre. C'est un gars qui a fait Gao, Kidal, Tombouctou, comment on appelle? Tessalit, Meneka, etc. C'est quelqu'un qui coordonnait les forces spéciales. Donc, c'est un homme de terrain. Donc, il connaît les réalités. Je crois qu'il a les pieds sur terrain. Il n'est pas quelqu'un qui est en train de rêver, pouvoir. Non, je ne pense pas. Parce que si c'était dans ce cas-là, il a eu l'opportunité de suivre les gens, les Macron, etc., pour être mieux adulé. Aujourd'hui, s'il change de cas, il dit au président Macron, vraiment, moi, conseillez-moi, ce que vous voulez, ce que le Mali, je vous mets le Mali. Il va rester. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est dont je suis sûr, et que c'est la dynamique populaire qui a amené la révolution. C'est ça qu'il veut que ça soit appliqué sur le terrain. Et la charte là, à moins qu'au terme de la charte qu'ils ne parviennent pas, mais ils feront un effort de telle sorte que la CEDEAO, une fois réunie, verra que vraiment,
L'effort est fait, il faut leur donner une autre chance. Mais ils vont l'accompagner de toutes les façons. Seydou Maïga, est-ce que c'est une pression supplémentaire sur Assimi Goïta au sortir de ce sommet, notamment cet accueil, au regard de l'accueil qui lui a été réservé par son peuple, le peuple malien? Oui, je pense qu'il se doutait de ça parce que déjà quand il partait à Accra, il avait vraiment la population avec lui. D'ailleurs, beaucoup ont manifesté devant certaines chancelleries. Donc, mais effectivement, le fait qu'il ait eu un accueil de ce genre lui donne une certaine aura qu'il n'avait pas auparavant. Donc, et ça le met aussi dans une autre posture, peut-être beaucoup plus confortable, puisque désormais, il peut aller dans la sous-région en tant que chef d'État et être reçu par ses homologues. Donc, je pense que ça le met dans une situation beaucoup plus confortable qu'au départ. La CEDEAO a aussi exigé, Seydou Maïga, la libération quand même, disons, des 2 anciens chefs de l'exécutif. C'est vrai, ils sont libérés, mais toujours assignés à résidence. Auront-ils sans doute, selon vous, l'occasion d'ici là de peut-être d'aller se soigner un peu comme Ibeka l'a fait ou de jouir pratiquement de leur mouvement, ou pour quand même la jeune qui est au pouvoir, c'est une stratégie pour le moment qui marche? Doit-on forcément les garder pour une cause pour le moment alors qu'ils ne sont plus dirigeants? Vous savez, si vous avez écouté une députée malienne, là, dont je n'ai pas retenu le nom, qui a expliqué vraiment tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a reproché à Bandao et puis son Premier ministre. Et vous comprendrez qu'effectivement, il est normal qu'on les garde en résidence surveillée parce qu'il y a même des documents qui ont voulu être signés de façon illégale et irrégulière par un secrétaire général de la présidence. Et il y a un audio qui a circulé, un échange entre le ministre des Mines du gouvernement déchu et le secrétaire général de la présidence de Bandao, et qui montrait qu'il y avait des agitations qui voulaient vraiment aller au-delà du principe, des principes de règles. Donc, je pense qu'il y a un audit, il y a beaucoup de choses, des soupçons qui pèsent sur eux. Être chef d'État, ce n'est pas rien, surtout quand on est soupçonné de malversation. Le Premier ministre aussi, certainement, donc je pense qu'il les surveille, le temps de clarifier tout ça, parce que, comme l'a dit M. Cissé, M. Bandao est quand même soucieux de sa moralité, et parce que ça c'est son avenir politique militaire aussi. Donc, il doit faire un peu le nettoyage avant de se projeter réellement dans la transition. Mais malheureusement, la France lui met la pression. Vous avez écouté Jean-Yves Le Drian. Il donne même la date du 27 février 2022. Il faut qu'il quitte, quoi. C'est-à-dire, comme la personne ne répond pas aux ordres de Paris, on lui donne même un deadline. Moi, à la place de Goïta, je vais même décaler, je vais continuer une année de plus de la transition. Mais bon, je sais qu'il ne le fera pas, mais c'est vraiment désobligeant de la façon dont Jean-Yves Le Drian et Macron s'adressent aux dirigeants africains. C'est très désagréable. Donner des délais, alors que même la CEDEAO n'a pas été aussi précise. Mais la France, tout ce qui l'intéresse, c'est que Goïta dégage. Comme Goïta n'est pas aux autres, il faut qu'il dégage dès février 2022. Est-ce qu'on est encore tenu la main ici de garder, disons, ces 2 anciens dirigeants, alors que officiellement, en tout cas, ils ont signé eux-mêmes leur démission, même si on estime que c'était sous la contrainte? Non, mais bon, dans le secret des cieux, je ne sais pas. Je ne connais pas les raisons. Parce que moi, j'analyse les faits, quoi. Normalement, on devait les libérer. Mais s'ils sont exempts de tout reproche... Peut-être pour nécessité d'enquête, je ne sais pas. Peut-être que parce que... Peut-être qu'il y a des non-dits que nous ne savons pas. Vous savez, j'ai l'impression que Ndao et le Premier ministre, en réalité, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Tu sais, vous savez, quand je vois la France crier... Je sais que c'est bon pour le peuple. Là où la France crie, là, c'est bon pour le peuple. Là où la France applaudit, là où la France applaudit nos chefs d'État marionnettes, là, c'est qu'ils sont en train de faire la politique française. Ça, c'est évident. Mais la France, les Français, là, ils sont en train de collaborer avec les dictatures mondiales, dans le monde, partout. Et eux, leur démocratie n'est pas notre. Regardez, par exemple,
le président Saddam Hussein, quand il était président mais en Irak, il y avait la paix. L'Irak était en train d'évoluer sur se moderniser. Avec Saddam Hussein, personne n'osait se faire la bombe pour sauter. Ils sont venus, ils ont détruit l'Irak là. Comment ça s'est passé? Parce que chaque peuple a sa spécificité socio-culturelle et conduit sa démocratie. C'est comme Kadhafi. Kadhafi a une démocratie interne. C'est le peuple libyen qui décide. Ils sont venus, ils ont désintégré tout. Maintenant, ils disent qu'ils vont instaurer la démocratie occidentale. Ils vont détruire les fondamentaux de la Libye et ils vont s'accaparer des pouvoirs libyens pour leur compte. Alors, nous, en Afrique de l'Ouest, d'une manière globale, l'Afrique de l'Ouest est une entité qui est en avance par rapport aux autres entités africaines. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, au moins, il est rare de voir un chef d'État 30 ans, 20 ans, 40 ans, etc. On a vu l'Afrique centrale, les Sassou Nguesso, etc., Bongo, tout ça. C'est 30 ans de pouvoir. Alors, mais ce qui se passe est que nous sommes dans une dynamique une démocratisation. Cette démocratisation-là doit être conduite par le peuple-là. Évidemment, la démocratisation a des forces et des faiblesses. Mais aujourd'hui, la France doit comprendre que la meilleure dynamique, c'est la révolution mentale. Et que les populations ont compris la manière dont il est en train de soumettre nos richesses. La manière dont il a essayé d'accaparer des richesses de notre pays. C'est pourquoi quand d'autres personnes pensent que sans la France, non, c'est sans l'Afrique, la France va aller en décadence. Parce que ce qui se passe est que, regarde la Côte d'Ivoire, quand on a chassé les Français en Côte d'Ivoire, les entreprises sont allées, mais ils n'ont pas pu, ils sont revenus, ils ont pleuré pour revenir. Ils ont des entreprises, des sociétés. Et avec le franc CFA, ils transfèrent leurs biens facilement vers la France, au détriment des populations. Les secteurs les plus clés sont contrôlés par les entreprises françaises occidentales. Et on dit on est pauvre. On est tellement riche. Maintenant, on a des hommes très pauvres qui nous gouvernent. D'accord. Seydou Maïga, peut-être pour finir avec vous, que doit faire actuellement à présent Assimi Goïta? Il a quand même sans doute un calendrier un peu serré. On prévoyait à la fin de cette année un référendum et puis l'année prochaine, en 2022, les élections. Vous avez d'ailleurs précisé que Drian a même d'ailleurs fixé pratiquement déjà la date, le 27 février. Que doit-il faire quand même pour essayer de rester dans la même dynamique que son peuple? Moi, à mon avis, il va d'abord réunir les forces vives maliennes pour recadrer la transition en termes de durée et en termes d'organisation. Parce que vous savez qu'il y a une assemblée, une sorte d'assemblée transitoire qui a été mise en place. Il faut revoir tout ça, mettre en place, parce que nous sommes au mois de juin. Et on demande à M. Goïta de faire tout pour quitter en février. C'est-à-dire qu'il doit mettre en place toutes les démarches, les procédures électorales. Tout doit être propre pour qu'en février, il laisse le pouvoir aux civils. C'est insuffisant. Parce que l'une des transitions les plus brèves a été au Niger, c'est 9 mois. Et même là, ça a été mal fait. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un en 8 mois, un peu moins ou un peu plus, de faire quelque chose de bien. Parce que le Mali, il faut le dire, a connu des problèmes très sérieux. Si le peuple s'est manifesté pendant des mois sur la durée, c'est que c'était très sérieux. Donc, à mon avis, il doit recadrer tout ça, réorganiser les choses et donner une date butoir de façon souveraine que toutes les forces vives maliennes se réunissent pour décider de la date des prochaines élections. Ce n'est pas à la France, encore moins à la CEDEAO, de donner une date pour les élections. Il faut que tout soit mis en place, des autorités qui vont tout faire, des élections propres pour qu'on donne le pouvoir à qui le mérite, parce que c'est le choix du peuple. Mais si on bâcle les élections, on va encore certainement revenir, parce qu'il fera un mauvais choix, on va favoriser quelqu'un, et puis ce sera le cercle vicieux, et on va retomber dans les travers de la dictature. Merci à vous. Lamine Cissé, quelques secondes pour conclure. Oui, il faut de la méthode et de l'organisation, il a raison. Mais la priorité, c'est la sécurité, les réformes constitutionnelles et institutionnelles et l'organisation de l'élection.
D'accord. Merci à vous, Lamine Cissé. Je rappelle que vous êtes écrivain, expert en communication politique. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous aider à mieux comprendre. Et puis en ligne, il y avait donc M. Seydou Maïga, qui est donc le coordonnateur mondial adjoint du mouvement Niger Debout Niger. En tout cas, merci à vous, M. Seydou Maïga, aussi d'avoir été, disons, dans cette émission. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission de vue. Au revoir.